On a un confrère de la chaîne ABC qui a posé la question à Joe Biden, de retour de sa tournée, notamment en Pologne et en Ukraine. Il lui a dit, voilà, est-ce que ce scénario vous paraît probable? En gros, est-ce que Vladimir Poutine vous fait peur de ce point de vue-là? Écoutez la réponse du président des États-Unis. Vous savez, je ne pense pas qu'il compte utiliser des armes nucléaires ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est une erreur. Je ne suis pas sûr de ce qu'il a pu dire d'autre dans son discours pour le moment, mais je pense que c'est vraiment une erreur. Et je suis sûr que nous pourrons trouver une solution. Alors, Antoine Arjakovski, j'avais un invité tout à l'heure qui disait, vous savez, il ne faut pas la prendre à la légère, cette menace, même s'il est peu probable qu'effectivement ce soit le scénario, que ce scénario se réalise un jour. Mais en fait, ça protège surtout Moscou, cette menace nucléaire, c'est-à-dire que ça nous empêche, nous, occidentaux, d'accepter d'aller taper en Russie. En fait, c'est ça que ça préserve. Ça nous retient d'aller faire ça. Bien sûr, c'est le but. Il menace l'Occident, il fait peur à l'Occident. C'est typique de la guerre hybride. Mais je voudrais justement rappeler la mentalité de Poutine. Voilà un homme qui est devenu, en l'espace de 20 ans, probablement l'homme le plus riche du monde. Il a passé son temps à accumuler une fortune colossale au prix du sang, c'est-à-dire qu'il a vraiment les mains dans le sang. C'est aussi l'un des plus grands meurtriers de la planète. Et voilà un homme qui, son seul yacht, pour ne donner qu'un seul exemple, le yacht Scheherazade, qui a été arrêté en Italie l'année dernière, coûte 750 millions d'euros. Donc, on n'imagine pas une seconde que cette personne-là ne veuille pas profiter du bien qu'il a acquis ces dernières décennies, et surtout que son entourage ne veuille pas profiter de la fin de leur jour pour utiliser ses yachts, ses résidences, ses fortunes incroyables. Donc c'est pas du tout dans son intérêt, d'autant plus que, on le sait lorsqu'il y a eu cette rencontre en Asie centrale, les Chinois ont clairement dit à Vladimir Poutine qu'il fallait pas qu'il touche à l'arme nucléaire. Les Américains l'ont dit que son armée en Ukraine ne tiendrait pas 24 heures s'il faisait la plus petite bombe sale. Pardon, donc mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut il ne va pas arrêter. reprendre son yacht en Italie, a priori. De toute façon, il n'en profitera pas en Italie. Sauf que si la guerre se termine, pour l'instant, les Européens ne se sont pas mis d'accord pour... Il y a un gel, mais il n'y a pas de saisie et il n'y a pas d'utilisation. Donc bien sûr que si, il compte bien récupérer son yacht et ses résidences. C'est le but de sa vie, c'est pas du tout de vouloir terminer dans la cendre. Donc il faut bien comprendre que c'est un élément de guerre hybride caractéristique de la doctrine de Gerasimov depuis des années, qui a pour but de faire peur, mais il ne faut pas se laisser impressionner parce que, encore une fois, Poutine n'est qu'un petit mafieux, on va dire, qui cherche à profiter de sa fortune. Oui, c'est ça. On se demandait tout à l'heure, effectivement, quel était son positionnement. Alors, sur les 3 discours en 3 jours, on a regardé pas mal ça et on vous les a diffusés. D'ailleurs, on les a décryptés sur l'antenne et notamment avec vous, Anne. On a suivi hier les cérémonies au Stade olympique de Moscou. On était en direct pendant cette émission. Et alors, on en a appris un peu plus. Et c'est Guilhem de Prévoisin qui a travaillé le dossier. Guilhem, merci d'être avec nous. On en a appris un peu plus sur les conditions à remplir pour participer à ces cérémonies. On savait déjà que les moscovites présents étaient payés, ça on l'a dit hier en plateau. Et alors on a un peu plus de précision. Oui, c'est ce que décrit Paul Gogo, un journaliste indépendant basé à Moscou. Il a pu se rendre à l'intérieur du stade, donc avec un groupe d'habitants du quartier, un groupe et une foule tout entière à qui on a tout simplement donné l'ordre de rester debout du début à la fin. On le rappelle, un événement baptisé par le Kremlin gloire aux défenseurs de la patrie. Paul Gogo qui raconte que dans les travées du stade, des hommes étaient chargés de galvaniser ces pseudo-supporters. Plus exactement, le public était contraint de secouer les drapeaux qu'ils leur avaient distribués, comme vous voyez sur ces photos, des drapeaux qu'il fallait agiter de manière énergique, sous peine de se le voir retiré et donné à quelqu'un d'autre, surtout si ces personnes se trouvaient dans le champ des caméras, évidemment. Autre nuance apportée par Paul Gogo autour de cet événement, c'est celle de la rémunération. Vous en parliez à l'instant, une journée payée 500 roubles, l'équivalent de 6 euros. Des repas chauds étaient quand même distribués à tout le monde et du thé également, puisqu'il faisait très froid. Il faisait moins 15, je crois, hier. C'est ça, moins 15 degrés. 6 euros, ça ne paraît pas cher payé, surtout quand on sait que certains ne savaient même pas pourquoi ils étaient présents. Et c'est ce que Paul Gogo a également pu constater. À ses côtés, un ouvrier lui confie que c'est son patron qui lui a demandé de venir. Et voici ce qu'il a déclaré quand il a compris que c'était un meeting de Vladimir Poutine. Si j'avais pu,
je ne serais pas venu. Voilà un exemple qui montre bien le désaveu et la désapprobation de ces pseudo-supporters invités souvent contre leur gré. Car si cet ouvrier a pu quitter l'enceinte avant l'arrivée de Vladimir Poutine, ce ne fut pas le cas de Paul Gogo qui, lui, s'est vu refuser la sortie, très clairement empêché de partir, rattrapé par son sac à dos, alors que ça faisait 5 heures qu'il était sur place, on le disait, sous moins 15 degrés. Toujours sous moins 15 degrés. Alors il y a une autre image très forte et qui a beaucoup fait réagir lors de ce concert, parce que c'était à l'origine un concert. Ce sont des enfants qui sont apparus sur la scène, des enfants de Mariupol. Exactement, Bénédicte, ces enfants de Mariupol âgés d'une dizaine d'années, au cœur d'une mise en scène bien préparée. Ces jeunes Ukrainiens présentés comme des enfants sauvés des combats et mis en sécurité en Russie. Après avoir serré des soldats russes dans leurs bras, ils ont été invités à prendre la parole. Mais vous allez le voir, le malaise est bien présent. Écoutez. Юрий Леонидович, это те самые дети, которых вы спасли. А помните Аню Науменко? Она здесь сейчас хочет сказать важные слова. Спасибо дяде Юрию за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. Я чуть-чуть Анюта, не стесняйся. Можешь подойти и обнять. Смотри, дети, давайте все обнимемся. Voilà, on voit bien ces enfants mal à l'aise et qui ne vont pas de manière très naturelle vers ce soldat russe. Et puis cette jeune fille qui dit « j'ai oublié mon texte ». Voilà, on est dans l'orchestration la plus totale. Dernier signe qui illustre bien le désintérêt des spectateurs pour ce spectacle, ce concert. La plupart quittent le stade une fois les boissons chaudes et la nourriture épuisées. Je vous propose d'écouter les réactions des supporters à la sortie interviewée par une journaliste russe. Pourquoi partez-vous? Il fait froid. Et nos hommes dans les tranchées? Oui, c'est leur choix. Qu'est-ce qui vous a plu? Quelle ambiance! Pourquoi partez-vous? Il fait vraiment trop froid. Et nos hommes? Ah, c'est le destin. Ça vous a plu? Oui, très bien. Pourquoi partez-vous? Parce qu'il fait froid. Et nos hommes? Là, rien à faire. Je pense que c'est assez clair sur l'état d'esprit des gens dans le stade et peut-être en Russie en général. Merci beaucoup, Guilhem. C'est ahurissant, Anne, cette histoire d'enfants, ça glace le sang. Est-ce que déjà on sait s'ils venaient vraiment de Mariupol, ces enfants? Et alors si c'est le cas, mais c'est atroce. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce à quoi on a assisté hier et qui a été raconté sur Twitter par Paul Gogo est absolument classique, rien de nouveau sous le soleil. C'est une ambiance soviétique. L'Union soviétique a duré pendant plus de 7 décennies et pendant plus de 7 décennies, il y avait exactement plusieurs fois par an le même genre de manifestations forcées, de ferveur justement. Rien n'est naturel, tout est orchestré. C'était comme ça quand c'était le monopole du Parti communiste soviétique à toutes les fêtes obligatoires. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que la population russe d'aujourd'hui connaît ça par cœur. Ils ont ça dans le sang, ça leur a été transmis par leurs parents, leurs grands-parents, et ça ne les étonne pas du tout. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire que ils sont contre, c'est-à-dire, si vous voulez, ils sont ni pour ni contre. Ils subissent ce qui se passe. Alors, quant à ces enfants, c'est absolument abominable. On voit bien que la femme qui tient le micro, qui est d'ailleurs une journaliste ici en Russie très connue, elle crie littéralement dans son micro et elle pousse littéralement cette pauvre petite jeune fille qui avait oublié son texte dans les bras de ce militaire, et tout ça ne semble absolument pas naturel. Effectivement, ça ne l'est pas naturel. C'est une mise en scène, mais c'est une mise en scène que tout le monde, disons, accepte en Russie sans la remettre en cause. C'est-à-dire, personne n'est dupe et tout le monde subit. Ouais. Voilà, malheureusement, la situation de l'opinion publique en Russie aujourd'hui.